son, ça tourne aussi, on est bien. Jacques Higelin à la vôtre. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré, sinon connu, Léo Ferré? Je crois bien. Attends, c'était quand? Je crois que c'était à l'île de Ré. Non, à La Rochelle, pardon. C'est à La Rochelle et c'est Jean-Louis Foulquier qui nous a fait nous rencontrer. Et on a dîné ensemble. C'était pendant les Francopholies, je crois. Hein, je crois. Ouais, ouais, je suis sûr. Ou alors je l'avais rencontré avant. Non. Parce qu'une autre fois, on a fait un concert avec Paco Ibáñez, tous les trois. Pour une fille qui était chercheuse d'or et qui voulait monter un projet. Mais c'est à La Rochelle, je crois, la première fois. Oui, c'est sûr. Un dîner dans un restaurant de La Rochelle. Et j'étais assez ému parce que c'est quelqu'un de très... avec qui j'ai beaucoup vécu, quoi, mais sans le connaître. Mais c'est ça le propre des poètes, quoi, des artistes, c'est qu'on vit avec. Leurs chansons nourrissent votre vie et vos pensées. Et à un moment donné, on est presque familier. Et puis en fait, jusqu'au moment où on les rencontre en chair et en os, et il y a un premier temps où moi je me rappelle parce que j'étais aux toilettes, hein, et je descends, c'était un restaurant où il y avait un petit escalier rond comme ça. Et je savais qu'il devait venir et j'étais assez ému, quoi, quand même. Parce que c'est quelqu'un de très important. Et, et j'ai descendu l'escalier. Je sais plus, j'avais une boucle d'oreille à ce moment-là, j'étais habillé tout en noir. Et il m'a regardé, il était assis juste en face. Et puis ils avaient laissé une chaise en face de lui pour que je m'assoie. On s'est dit bonjour et il a dit oh, un prince. C'était rigolo, quoi. C'était sympa. Et puis on a bien sûr pas un mot parce que c'est toujours délicat, quoi. Comment aborder des gens dont on connaît la pensée, en tout cas à travers les chansons, qui ont nourri votre âme, hein. C'est le mot qui convient, quoi. Votre cœur aussi, et vos pensées, vos réflexions, d'une façon très intense quand même. Parce que Léo, c'est pas quelqu'un qu'on écoute comme ça en disant tiens, j'écoute une chanson de Léo Ferré, quoi. J'ai écouté énormément, j'ai dévoré ses albums, et généralement les albums que j'ai écoutés dans la solitude. Parce que, je sais pas, ça s'est souvent passé comme ça. Mais il y a des tas de moments d'écoute de Léo qui sont passés. Je me rappelle aussi une fois au bord d'une route, on écoutait Léo, il y avait un soleil couchant magnifique. On a arrêté la voiture, on était trois dans la bagnole, trois copains. Et puis, pris par la beauté du coucher de soleil et la beauté de ce qu'il était en train de raconter, l'incandescence, tu sais, la flamme, quoi. Et la beauté, vraiment une beauté magnifique, quelque chose qui vous transporte. On a coupé le moteur, on est resté là et on était silencieux à recevoir, quoi, la pensée de cet homme. Ses émotions aussi, puis une voix magnifique, c'est un chanteur hors pair, quoi. Et puis, bon, cette fois où je l'ai rencontré, je me souviens juste d'une chose, c'est effectivement toujours très émouvant de rencontrer quelqu'un qu'on aime sans le connaître. Et on commande à manger, et il commande une soupe, moi aussi je crois. Et puis on commence à manger dans un silence, je crois que Jean-Louis devait parler avec lui et tout ça. Et puis à un moment donné, il dit, il était penché en train de manger, il réfléchit, il dit, dégueulasse. Et c'est là où je parle du malentendu qu'on peut avoir. Dégueulasse, je croyais qu'il voulait parler d'un truc qu'il avait dû lire dans le journal. Comme je le voyais toujours comme un révolté ou un homme en perpétuelle, comment on dit ça, rébellion et façon de penser. Et j'ai dit, vraiment dans ma tête, je me rappelle très bien, j'ai pensé qu'il allait dire dégueulasse qu'ils ont fait à un tel ou comportement qu'ils ont eu, ou
la guerre ou je sais pas quoi. Et je dis, dégueulasse quoi, Léo? Il me dit, la soupe. J'ai éclaté de rire. Oh, j'ai dit, elle est pas si dégueulasse, quand on a faim, ça va. Et ça a rompu immédiatement la glace parce que j'ai la pensée qui m'est venue, tout de suite, c'est, t'es en face d'un homme, arrête de projeter, regarde-le comme un être humain, un homme, quoi, c'est juste un être humain. Et en le découvrant par la suite, j'ai compris à quel point c'était vraiment un homme, quoi, un être humain. Et en fait, ça devrait être plus répandu que ça, mais c'est beaucoup plus rare qu'on ne croit. Ça a été la même chose avec des êtres, avec plusieurs, avec Barbara, avec Gainsbourg, des gens que je ne suis pas devenu un ami personnel. Coluche, bon, on se connaissait mieux, mais on était un peu de la même génération, des cafés-théâtres et tout, donc la différence, comment dire, l'émotion n'était pas aussi mêlée de respect. Mais si, quand même, je respecte Coluche, c'est pas ça que je veux dire. Bon, les mots, c'est dangereux. Mais je me suis dit, voilà un homme. Et après, ça s'est confirmé, on s'est revus plusieurs fois. Et à chaque fois, je me suis dit, ça, c'est un vrai homme. Comme on aimerait que les êtres humains soient. Tu vois, simples, ouverts, particulièrement avec la jeunesse. Je trouve que c'est un homme très attentif à la jeunesse et très. Comment on peut appeler ça? Généreux. Te mettre à l'aise. Je l'ai vu parler après à des tas de jeunes gens et tout. J'ai toujours trouvé admirablement présent et disponible. Voilà. C'est effectivement le métro pas gêné par le film, tu préfères pas qu'on fasse passer pas du tout. Bah. La générosité, depuis que l'on a débuté sur ce documentaire, c'est un mot qui revient systématiquement. Les médias, beaucoup de médias ont voulu lui coller une réputation d'ours mal léché, de type toujours en colère, et c'est précisément la générosité. Je te dis, c'est la méprise dont je te parle juste avant. C'est croire quand on idéalise quelqu'un d'une certaine façon, parce que justement on ne le connaît pas personnellement, de voir un peu comme tout le monde, d'avoir une image, comme si Gainsbourg s'assoyait à une table, on s'attend tout de suite à ce qu'il y ait de la provocation dans l'air, et tu peux trouver une extrême douceur chez un être humain de cette trempe, quoi. Quelqu'un, au contraire, qui finalement, si tu écoutes toutes les chansons, ça n'a jamais parlé d'autre chose que d'amour, de compréhension, comment il a parlé de la femme ou de l'avenir du monde, ou avec beaucoup aussi un homme qui souffre, tu vois, comme disait Brel, qui a mal aux autres. Et, mais qui, avec les gens qui lui veulent pas du mal ou qui ne se présentent pas pour lui chercher des poux, quelqu'un d'extrêmement attentif, extrêmement présent. J'ai vu aussi à d'autres circonstances, une autre fois, qui prouve aussi sa générosité. On a fait un concert de soutien pour une jeune femme qui nous avait réunis, tous les trois, Léo, Paco Ibáñez et moi. Et Léo nous a dit, avant de rentrer en scène, c'était en France, je ne sais plus où, je ne saurais pas te dire, je ne me rappelle plus l'endroit exact, et d'ailleurs, oublions, mais j'oublie pas, je me rappelle très bien l'endroit, mais je ne me rappelle pas du nom, là, tout de suite. Et on a fait ce concert où il y avait 3-4 000 personnes. Et Léo nous a dit avant, à nous deux, à Paco et moi, il a dit, moi, je veux passer en premier. Parce qu'on lui a dit, ah ben non, on lui dit, attends, t'es au ferré, quand même, on va, tu vois, c'est toujours l'idée, on fait la première partie, et c'est quand même toi, le grand mec, quoi, le boss. Il a dit non, alors j'ai pensé, peut-être il veut jouer plus tôt, parce qu'il veut s'en aller plus tôt. Et en fait, ça n'a pas du tout été ça, c'est-à-dire, il est passé en premier, effectivement, il a fait tout un tour de chant, et Paco voulait passer au milieu, et moi je suis passé à la fin. Et en fait, une fois qu'il a fini de chanter, non seulement il n'est pas parti, mais il s'est installé sur le côté de la scène, et il nous a, pendant tout le concert de l'un et de l'autre, regardé du début jusqu'à la fin, sans s'en aller, quoi. Ça aussi, j'ai trouvé ça particulièrement classieux, quoi. Toi, dans le fait d'un grand frère qui est là et qui dit moi, je veux vous voir.
ça m'intéresse, quoi. Ce que vous dites, ce que vous faites, qui vous êtes. Et j'ai trouvé ça très, très touchant, quoi. Très émouvant. En plus de ça, quand on finit, donc quand je finis, et moi souvent je prends la scène assez longtemps, ça a duré un moment, mais je croyais vraiment qu'il était parti. Juste à la fin, je le vois encore là. Et très, très attentif, tu vois. Je croisais son regard, puis je me disais, mais il va partir, je trouverais ça normal. Non, très attentif, et vraiment à l'écoute. Et quand on a fini, il dit, je m'en vais. Et on allait dîner, invité par les gens qui avaient organisé ça. D'ailleurs, une soirée magnifique. Mais donc, ça portait à très tard, genre 1h du matin. Et le temps qu'on arrive dans l'endroit où ils avaient organisé tout un repas, je me suis dit, là je l'embrasse et je lui dis, bah, au revoir Léo, ça m'a fait vraiment plaisir qu'on se retrouve sur une scène ensemble avec Paco et qu'on fasse cette chose. Et il s'en va. Et puis quand on est allé à la fête qui était organisée pour nous, sur le coup de 2h du matin, je sais pas, peut-être le temps qui change et tout, le voilà qui arrive, quoi. Et qui est resté avec nous jusqu'à 4h du matin, sans, je veux dire une chose étrange, sans dire un mot, pratiquement, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait et tout. Et en regardant tout le monde, il y avait plein de jeunes gens, ils faisaient des choses et tout ça, des fois répondant à quelqu'un qui lui parlait très gentiment et tout, mais tellement comme un enfant, très attentif à ce qui se passait autour, quoi. Bienveillant presque. Oui, bienveillant et tout, sauf une chose que j'ai vue ce soir-là. Et il avait ses cheveux blancs et le visage comme ça, et je crois qu'il était un peu en contre-jour comme ça. Et je vois son visage, est très attentif et regardant les choses, et puissant, tu vois. Et je me suis dit, c'est marrant, quand je le regarde là comme ça, sans vouloir le déranger, mais des fois je le regardais, puis en souriant, on se regardait, puis des fois pas. J'ai dit, il aurait pu être un lutteur, tu vois, un guerrier, un boxeur. Je ne sais pas, il avait une attitude de type avec une grande force, une grande énergie, une grande force morale, une grande pureté, une grande, tu vois, un combattant. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, putain, c'est un super boxeur, quoi. Tu vois, un boxeur de poésie, un poète combattant. Parce que la poésie aussi, souvent les gens ils disent des choses à la moelle-neuve, quoi. La poésie, pour moi, c'est une science très exacte. C'est pas du tout n'importe quoi, n'importe où, ou faire le joli, quoi. Tu sais, comme la poésie, des fois. Je vais vous dire un poème. Alors les gens disent, oh, merveilleux poème. Pas du tout. C'est comme les gens qui parlent pas pour ne rien dire et qui savent ce qu'ils disent, quoi. Et qui se lancent, parce que la poésie, c'est quand même, t'attrapes les choses, mais avec une lucidité remarquable, quoi. Et il y a quelques personnes comme ça. Léotard était un mec comme ça. Vous avez senti sa solitude, vous avez perçu sa solitude. Ah oui, oui, oui. Mais j'allais dire, ça va de soi. Tu peux pas être un homme de cette intensité comme ça et trouver des points de communication à tous les carrefours, quoi. Si, parce que dans son œuvre, il a donné plein de choses à tout le monde. Une chanson comme T'es toute nue sous ton poule, ou bien d'autres chansons de Cossimon, ou des chansons, toutes simples. Mais quand même, c'est jamais gratuit, c'est jamais parler pour ne rien dire, quoi. Je me rends compte que c'est toujours difficile de parler de quelqu'un qu'on aime, parce qu'en fait, tu es nourri profondément par un être comme Léo, mais il n'y a pas que lui, il y en a quelques-uns, mais qui m'ont vraiment imprégné, quoi. Il y a quand même, c'est pareil, un type comme Brassens aussi était quelqu'un d'extrêmement timide et tout, mais chaleureux et puis drôle, tu vois, et plein d'humour. Enfin, je veux dire, les rapports on s'est vus 3 ou 4 fois comme ça. Et c'était toujours, pour moi, extrêmement... Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir été le rejoindre parce qu'il m'avait invité à venir le voir en Italie. Et le jour où j'allais le faire, et j'ai appris sa mort dans les journaux le 14 juillet. J'étais en Corse et j'allais y aller, quoi.
J'ai dit, ah merde, toi, j'aurais tellement aimé passer quelques jours avec lui dans la solitude. On aurait eu le temps de parler, parce qu'un jour, il m'a dit ça à l'Olympia. Il m'a dit, pourquoi tu viens pas me voir? J'en ai marre qu'on se voit, ou avant un concert, ou dans les coulisses. Il dit, j'aimerais qu'on se voit ailleurs, quoi, qu'on ait le temps de parler. Ça, c'est un des grands regrets de ma vie, un profond regret. J'aurais aimé être avec lui, pas pour prendre quelque chose, pas pour écouter, juste pour avoir le temps de boire un coup, ou de boire de l'eau, ou de fumer une clope ensemble, de rien dire et de regarder un paysage, de peut-être jouer au piano tous les deux, je sais pas, tu vois, quelque chose de naturel. Il y a quand même peu de vos confrères qui parlent avec autant d'amour, autant d'admiration, autant de chaleur à l'égard de Léo. On a le sentiment d'un éternel malentendu. J'ai eu d'autres. Oui, mais ça dépend. Je l'ai écouté vraiment pendant des heures, quoi. Seul. Quand je te dis seul, c'est. Il y a une autre fois, il y a une histoire qui était insensée, quoi. Je devais rejoindre des gens dans une maison qui était en pleine forêt. Complètement isolée. Et ils m'ont dit, on viendra, si tu arrives en avance, tu verras, c'est une maison complètement isolée. La clé est sous un pot. Tu ouvres près de la porte, voilà, tu trouveras un pot en grès. Et tu ouvres la porte, tu rentres, et si on n'arrive pas, tu nous attends. Alors j'arrive, mais le jour commençait vaguement à tomber, quoi, coucher de soleil. Je trouve la maison, je trouve la clé, je rentre dans cette maison silencieuse, en pleine forêt, avec personne, tu vois. Et je regarde un peu comme ça, et je vois des disques et un phono, un vieux phono là, à aiguille. Et il y avait des 30 cm, et le premier que je tombe, c'est Et basta, Léo Ferré, quoi. Donc je dis, oh, ben, puisque j'attends les gens, autant l'écouter, quoi. Je mets le disque, et je me retrouve seul avec un homme qui me parle. Parce que quand tu es seul comme ça, que tu attends des gens, que tu attends des gens, et que tout d'un coup, tu es pris complètement par ce que cet homme est en train de te dire. Et c'était, et basta, il y avait deux faces, il y avait deux faces où il parlait, quoi. Et j'ai écouté ça avec une intensité, parce que j'avais l'impression que l'âme de cet homme était en train de me dire, tu n'es pas venu dans cette maison par hasard, quoi. Tu es venu pour me rencontrer, et je suis là. J'ai écouté tout l'album. Quand ça s'est arrêté, la nuit était tombée. Je ne trouvais plus la lumière, donc c'était dans le noir, et la voix continuait à me parler. Et pour moi, c'était un moment absolument divin, magique. Divin, pas dans le sens divin, tu vois, avec la force de la divinité. Comme si j'avais un traducteur m'avait parlé de ce que c'est que l'âme. Tu vois, ce que les gens ont du mal. Là, c'est les poètes qui sont les traducteurs de l'existence et des contradictions et des rêveries de l'âme. Et là, j'étais en plein pot avec un mec qui parlait pour de bon, putain, quoi. Pour de bon, tu vois, pas pour dire, pas pour faire joli, quoi. Pas pour faire poète non plus. Un homme qui te parle, et tu te prends ça en pleine poire, et tu apprends quelque chose. Et quand ça s'est arrêté, je suis resté dans... J'avais eu le temps de me remettre l'autre face, j'ai écouté les deux. Quand la deuxième phase s'est arrêtée, je suis resté dans le noir, il y avait juste des lueurs, tu vois, dans la nuit, j'avais distingué, je m'étais habitué. Les gens n'étaient toujours pas arrivés, j'étais tellement secoué par tout ce que je venais d'entendre que je me suis levé et à tâtons, j'ai retrouvé la porte, j'avais laissé la clé dessus, je l'ai refermée, j'ai remis la clé sous le pot. Et je suis parti rejoindre ma voiture et je suis parti, quoi. Mais je n'oublierai jamais ça parce que c'était comme tu as rendez-vous avec moi. Et peu importe, je crois que c'est une époque où je ne l'avais pas encore rencontré. Peu importe que je le connaisse ou pas, c'est vraiment un homme qui était en train de me parler. Il me dit, n'oublie pas, parce que c'est une chose. Ces choses que je te dis, ce sont des choses... qu'il faut recevoir et entendre, car je suis le transmetteur de ça. Et toi, si tu es un artiste, tu dois recevoir ça.
parce que c'est jamais qu'une transmission. Toi-même, soi-même, on écrit, on cherche la musique, on cherche des choses. Mais cet homme est resté comme un grand frère qui est en même temps un initiateur. Tu vois, peut-être, sans doute, il y a des gens, ils ont des gourous, ils ont des trucs comme ça, mais Léo, c'est pas ça. Moi, les gourous, c'est pas mon truc, quoi, mais ça, on peut en avoir besoin, hein, je comprends. Vous lui avez parlé de cette expérience dans cette maison abandonnée, isolée? Je crois, oui. Je crois. Mais la chose qui est toujours difficile, hein, et je n'ai jamais pu raconter des anecdotes. Ce que je te parle, c'est des anecdotes qui peuvent paraître même banales. Par exemple, quand il y a eu le concert avec Paco, j'étais derrière la scène et il y avait sa fille, Marie-Cécile, je crois, qui était à côté de moi, petite comme ça, et on était tous les deux accrochés à la scène, derrière, parce que c'était une scène en plein air. Et je trouvais ça incroyablement fort et émouvant d'être à côté de l'enfant d'un poète. Et tous les deux, on écoutait comme deux mômes. Et je me disais de dos, tu vois, que ce type était rayonnant, quoi, rayonnant. Rayonnant de bonté, de générosité, de compréhension des choses. C'est un grand musicien aussi. Ça, les gens, ils ne savent pas, il faisait des arrangements, il dirigeait des orchestres et tout, et ces arrangements sont magnifiques, quoi. C'est vraiment, je ne sais pas si on retrouvera quelqu'un de cette dimension, parce que ça appartient à une époque presque où maintenant l'attrait du gain et comment on appelle ça, l'industrie du disque, qu'il avait déjà dénoncé, lui, a pris une telle ampleur que le marketing est plus puissant, le fric est plus puissant que ce que les gens ont à dire, et il y a plein de fois où on entend des niaiseries, quoi, des choses sans envergure. Je ne parle pas des choses compliquées, hein. Je veux bien être clair là-dessus. Pour moi, une chanson, ça peut être aussi une petite chanson. Comme on dit, une petite chanson, c'est comme une petite gosse qui vient, qui te chante des trucs, et s'il y a de la fraîcheur, ce qui est le cas de Trenet, par exemple, ce sont des chansons avec beaucoup de résonance, mais qui apparemment paraissent enfantines, de légèreté, de grâce. Mais Léo, c'est vrai que tout le monde a voulu lui coller des images, simplement parce que c'est un homme qui parle. C'est aussi con que ça, quoi. Un homme qui dit vraiment les choses. Tu comprends? Qui parle en son âme et conscience, et qui sont deux mots là qui prennent tous leur sens, et le tout chapeauté par le cœur, c'est-à-dire par l'émotion qui est dans sa voix. Je dis qui était, mais en fait je pense qui est, parce que on peut écouter toujours maintenant, et c'est la même chose, même si physiquement il n'est plus là. Pour moi, c'est un homme qui est extrêmement présent. Bien fait heureusement qu'on a inventé le disque, mais tu vois, c'est... Tu en parles de manière cardiaque, j'allais dire, quand d'autres essaient de faire l'autopsie des vers, d'essayer de fouiller un petit peu de manière universitaire, voire littéraire. Est-ce que ça n'est pas ça la clé de Léo? Ben parce qu'il y a toujours des confusions. J'ai remarqué, c'est comme quand tu lis Rimbaud ou Apollinaire, qu'il a chanté lui aussi. Et qu'il a fait passer dans les gens très très bien, parce qu'avec l'émotion de la musique justement, et l'émotion de la voix. Mais c'est un homme en plus, tu vois, très amoureux. C'est un amoureux. Et c'est ça qui est beau chez les poètes et chez tous les artistes, c'est quand c'est vraiment des amoureux, avec de l'humour en plus, de la profondeur. Pas de la gravité, ça appartient parfois aux imbéciles, et souvent c'est vrai, on dit la gravité, mais c'est vrai, les gens qui se prennent au sérieux, basta. Léo est au-dessus de ça, quoi. C'est pas un mec qui se prend au sérieux, c'est un homme qui rentre en résonance avec la profondeur de la vie. C'est comme si tu regardes les arbres ou le ciel, les étoiles, la terre, l'énergie de tout ce que ça véhicule, quoi. La beauté à l'état brut et la beauté à l'état amoureux, avec une écriture de fleuve, quoi, tu vois, de nature, naturelle, une écriture, ça jaillit, je t'ai dit, c'est un combattant. Moi, je l'ai vu vraiment comme ça, comme un guerrier, quoi. Et un homme, je te dis, par ailleurs, très doux et très délicat. Et ça, et fragile. C'est-à-dire, pour moi, toutes ces choses qui
qui véhicule, qu'un poète véhicule. Et un poète, pour moi, c'est c'est pas un paratonnerre, une parabole. C'est un capteur et il renvoie, quoi. Il avait cette force-là de dévoiler des mystères et en disant des choses, justement, que si les gens les effleurent sans vouloir rentrer dedans, c'est leur problème, hein, c'est pas... Tant pis pour eux, quoi. Je veux dire que... D'avoir aussi voulu faire de Léo Ferré un intellectuel, tu sais, dans le sens... Bien sûr que c'est un intellectuel, il manquerait plus que ça. Ça aussi, ce truc-là, de dire que les gens, s'ils ont quelque chose dans le crâne, et ils font chier. Bien sûr, il fait chier. Il a vraiment quelque chose dans le crâne et ça remet plein de choses en question. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, c'est pas une œuvre qui largement méconnue? On pense à Paname, à Joli Môme avec le temps, et c'est faire fi de plus de 40 albums comme ça. Ouais. Ah oui, je ne parlais même pas là, de l'œuvre, de ce que ça représente au niveau du travail, au niveau ce que ça représente réellement comme travail, beau travail, quoi. C'est énorme, énorme. Mais justement, des êtres comme de cette qualité-là, humaine, ça traverse les siècles, ça. C'est pas des choses qui vont rester dans... Ça peut pas se coller dans une époque. Tu peux coller Claude François dans une époque. Tu peux coller... j'ai rien contre Claude François, c'est juste ça me fait marrer parce que de penser à ça, mais tu peux coller ça dans une époque. Tu dis c'est les années 50 ou les années 60. Mais lui, c'est pas les années, c'est les siècles. C'est comme des êtres qui sont là, quoi. Ça peut rejaillir d'un instant à l'autre et puis ça peut nourrir tout le monde. C'est une richesse. Tu sais, c'est comme tu as une super cathédrale, à moins qu'on la détruise, et encore là, on ne peut pas détruire Léo Ferré. Parce qu'une cathédrale, c'est vrai que tu peux la bombarder et la foutre en l'air. Ou le temps peut venir à bout des pierres. Mais tu ne viens pas à bout de la pensée d'un homme comme ça, qui trace qui ouvre une voie royale dans la pensée, dans l'amour de la vie. Putain, quand même, il y a plein de chansons, c'est sensuel. C'est sensuel, c'est érotique, c'est vivant à tous les niveaux. C'est comme je conçois la révolte et la rébellion, je la conçois comme un acte positif d'amour de la vie, d'amour de l'amour, et même de respect de la mort. Parce que les gens ont peur de la mort, et un jour j'ai pensé le contraire, j'ai dit mais s'ils ont peur de mourir, c'est qu'ils ont peur de vivre. On ne peut pas vivre en disant j'ai peur de mourir puisqu'on est mortel. Mais lui, il dit, je prends rendez-vous dans 10 000 ans. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Dans 10 000 ans, ça tiendra toujours la route. C'est comme tu lis des gens qui ont écrit des choses il y a des siècles. Sauf qu'on vit une époque où maintenant on a le son, on a la voix. Mais si on avait écouté chanter, je ne sais pas, les Omar Khayyam, et si on avait entendu dire ces poèmes, on aurait entendu le chant. On est frappé aussi par l'humilité du personnage. Parce que c'est un homme vrai, c'est un vrai homme. Un jour, Barbara a dit une autre phrase qui m'a beaucoup plu. Elle a dit « Je suis une femme qui chante ». Tu lui as demandé comment elle se considérait. Ben oui, elle a mis femme avant. Il n'y a rien de plus beau, c'est une femme qui chante et un homme qui chante. Et il chante quoi? Il chante l'amour, il chante la vie, il chante la mort, il chante la liberté, il chante le combat, comment il faut se battre pour ne pas laisser ça se faire flinguer. C'est un défenseur de la vie. C'est pour ça que je te dis que c'est un combattant. C'est au même niveau que les rebelles. Tu vois le commandant Massoud l'autre fois, quand il y avait un film sur lui, où tout d'un coup, à ces guerriers, aux gens qui sont là, il sort un poème, je ne sais plus de qui, et il se met à dire ce poème. Et comme il avait des compagnons d'armes qui n'étaient pas forcément lettrés, il traduisait. Il disait, tu sais, tu vois, ça veut dire ça. Tu te rends compte, tous les rouages. Et quand il a dit ce poème, Massoud, il l'a dit comme un poète, comme un chanteur. D'un coup, il a pris une voix et il s'est mis à faire chanter le verbe, les mots. C'est magnifique. Et Léo, attends, tu l'effaceras pas. Si les gens peuvent peut-être passer un moment donné sous silence, comme ils font parfois, parce qu'en fait, ils parlent souvent, surtout dans cette époque, de la nouveauté. Qu'est-ce qui vient de sortir? Et puis ça débarrasse le plancher. Et puis quoi d'autre? Mais Dylan, Léo Ferré, Bono.
Björk, parce qu'il y en a d'autres. Il y a des jeunes qui arrivent aussi et qui ont quelque chose, quoi. Ça reste quand même, c'est comme des piliers ou tu sais plus où t'es, tu écoutes Léo Ferré, tu te retrouves. Mais bon, il y a peut-être des gens qui sont réfractaires à entendre, je dis pas la vérité, mais entendre un homme qui parle vrai. Peut se tromper, mais ça, tu crois que la vérité est unique et on se trompe pas. Moi, je trouve que Björk, elle disait, je revendique le droit à l'erreur car c'est la source même de la création. Mais ce qui est une erreur pour les autres, moi j'ai entendu ce type-là, cet homme-là, parler, tu vois, tireur d'élite, j'appelle ça. Et forcément solitaire, puisque à l'avant-garde. Solitaire tout le temps. Oui, mais quand tu t'exposes, comme oui, mais solitaire, ses enfants, moi j'ai parlé avec eux, et sa femme aussi, il l'aime, et puis ses amis, ils l'aiment. Tu vois ce que je veux dire? Il est solitaire parmi tout le monde est solitaire. Mais c'est pas une tare d'être solitaire, on est seul, on aime seul et on meurt seul. Et on partage cette solitude avec d'autres solitudes. Et avec ces autres solitudes, on construit quelque chose. Mais on chie tout seul, pour être trivial, on souffre tout seul, hein, si tu as mal aux intestins alors que l'autre en face de toi il a pas mal, ou à la poitrine, bah, tu es seul avec ta douleur. Mais justement, qu'est-ce qui te permet de franchir? C'est quelqu'un d'entier. C'est ça aussi chez des beaux êtres humains comme ça, c'est qu'ils sont entiers, quoi. Ils ne sont pas la moitié de quelque chose, quoi. Léo Ferré, avec tous ces débordements, mais c'est ça que j'aime aussi. Putain, attends, moi ça me fait chier les gens qui sont à moitié quelque chose. Tu peux avoir d'autres choses, tu as la délicatesse et la finesse et l'humour de Souchon, tu as d'autres gens, je veux dire, c'est pas... J'ai toujours été contre aussi le fait qu'on te dise Monsieur Ferré ou un géant, tu vois. C'est ce genre de choses que cet être-là, comme les autres que j'ai rencontrés, tu parlais d'humilité tout à l'heure, n'ont jamais revendiqué. Juste la fierté d'être un homme et de ça, revendiquer ça et dire je parle comme je parle. Si t'es pas d'accord, va chier. Tu vois, c'est taille la route. Tu vois, mais moi je parle. Tant qu'on m'arrête pas, j'y vais. Et personne ne peut arrêter un homme comme ça. On sent qu'il vous accompagne encore aujourd'hui quotidiennement. Ah ouais, toujours. L'autre jour avec Nicolas, chez qui je suis là, je pensais au printemps. Il me dit, il faut absolument... Tu as déjà écouté Le Printemps de Léo Ferré, la chanson? J'ai dit non, je ne crois pas, je ne sais pas. Et puis il l'avait, et il est venu là, on a écouté à donf, à fond, la caisse, Le Printemps par Léo Ferré. Oh, comment il parle de ça, quoi. Tu vois, comme c'est riche, comme c'est joyeux, comme c'est amoureux. C'est comme un adolescent éternel, quoi. Oui, je suis amoureux de Léo Ferré, c'est vrai, et pas que de lui d'ailleurs. Je suis amoureux de Brassens, je suis amoureux de Gainsbourg, je suis amoureux de Bachung, je suis amoureux de Léotard, je suis amoureux d'Alain Leprest, je suis amoureux des poètes, des gens qui parlent, quoi. Et puis la liste n'est pas, ou Brigitte Fontaine, évidemment, et Barbara et plein d'autres gens. Parce qu'en fait, la liste est longue finalement, c'est par ces gens-là qu'on se forge soi-même. Et puis Léo Ferré, il ne te dit pas imite-moi, il te renvoie à ta propre force, il t'oblige à réfléchir sur toi-même et à vaincre ta timidité ou tes doutes, qui sont une chose avec laquelle on travaille. Mais aussi la chanson sur le crachat. Tu connais quelqu'un qui peut parler du crachat? Tout le monde crache à un moment donné ou l'autre. Mais décrire ça, comment il faut être subtil, fin, sans être jamais vulgaire, et toujours avec l'élégance. C'est une aristocratie spirituelle, tu vois. C'est pas l'aristocratie des rois, qui sont très quelconques. Mais c'est sûr que des êtres comme ça, franchement, sans eux, je dis eux parce que je ne... On parle de Léo, mais en parlant de Léo, on parle aussi de tous les poètes que lui-même a chantés. On parle aussi de Cosimo, on parle aussi de tous les poètes qu'il a chantés, quoi. Parce que s'il a trouvé une correspondance, il s'est dit, mais il faut que les gens entendent ça, mais pour qu'ils l'entendent bien, il faut que la jeunesse entende ça. Aussi un homme amoureux de la jeunesse, je te dis. Chaque fois que je l'ai vu avec des jeunes gens, j'ai vu un regard d'une bonté, comme un enfant qui parle à des enfants, et qui dit, ah les gars, ça va, ouais,
plein d'envie et plein de fierté et de morgue aussi, tu vois, quand on est comme ça, de dire, je te dis, de dire aux gens, je suis fier d'être vivant et je le revendique et je m'écraserai jamais, quoi. Bon, à part ça, ils l'ont traité de tout, je crois même de pute, je crois qu'ils trouvaient qu'il était cabotin, ou je sais pas, cabotinage. Oui, 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 c'est l'air. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont tellement acharnés sur lui, tu sais, à vouloir ricaner comme des imbéciles, parfois, mais c'est des crétins, quoi. J'ai toujours comparé, j'ai dit, ah tiens, encore un crétin de plus qui n'est pas à l'écoute et qui n'entend pas ce que cet homme lui donne. C'est comme on t'amène un merveilleux cadeau et tu dis, ah ouais, bon, tu le mets de côté, c'est stupide. À l'extrême, est-ce qu'on peut dire que c'est pas, à sa manière, un révélateur de la médiocrité? Une personne qui serait. Mais c'est pas pour critiquer d'ailleurs les gens, parce que des fois ils sont un peu juste sourds et aveugles, et par extension muets. Mais il y a plein de gens parce qu'ils font des calculs, parce que, enfin c'est pas, je parle pas, en fait je parle pas de la population là, parce que je parle des gens qui se prennent au sérieux et qui veulent imposer une vision du monde, tu vois. Moi j'ai toujours pensé, mais ça c'est pas parce que j'écris des chansons, c'est parce que j'ai toujours pensé que c'est les poètes qui devaient inspirer même les hommes d'État, la politique. Comme des fois dans le rap, pas toujours, parce que des fois tu trouves beaucoup de clones, mais tu trouves aussi des gens qui parlent pour de bon, quoi. Léo Ferré n'est pas du tout absent dans le discours que tiennent certains jeunes gens des cités et ailleurs, tu vois. Ah oui, aussi une chose que j'oublie là totalement, c'est même pas une anecdote, enfin c'est une vérité. Il y avait à Annecy un centre pour les jeunes. Ça va, tu as de la pellicule? Bon. Et ça a été une autre rencontre. Et ça faisait 4 jours, j'étais venu dans ce centre où j'avais dormi, parce qu'à chaque fois qu'on passait à Annecy, il y avait le directeur de ce centre, qui s'est fait jeter d'ailleurs, qui était un homme formidable et qui faisait des choses. Il avait décidé que les jeunes gens de son centre, qui étaient des mômes sans famille, des mômes délinquants, machin truc, donc des petits révoltés, et qui avaient une vie dure, et il avait décidé qu'il voulait faire partager, rencontrer à ces jeunes gens des poètes, des artistes. Moi j'étais venu, ils avaient fait une vraie fête, et à chaque fois ils faisaient une fête où ils mettaient toute l'image, ils te recevaient comme, c'était miraculeux, quoi. C'était beau, c'était tout un spectacle, toute une mise en scène, avec des lumières, avec des masques, avec tout. Et donc j'étais resté, et comme on avait passé la nuit à veiller ou je ne sais plus quoi, j'avais dormi dans une des pioles de ce centre, et d'un coup j'entends Léo Ferré, et je pensais que c'est quelqu'un qui écoutait un disque, quoi. Je descends et je vois 300 jeunes gens, absolument là. Tu vois, mais pas des étudiants. Des mômes, ça allait de 7 ans à 16 ans, à 17 ans. Des jeunes garçons, des jeunes filles. Qui écoutaient fascinés, et lui, il était à un piano droit, tu vois, dans un coin de la scène, même pas un piano à queue, un piano droit. Et il a joué pendant 2-3 heures, quoi. Tu vois. Et les mômes étaient fascinés, quoi. Alors, là, moi, j'étais sur le cul, parce que j'écoutais, parce que j'étais avec eux depuis quelques jours, donc je comprenais qu'ils me parlaient à moi, et je savais dans quel degré de révolte ils étaient, et de problèmes avec la société. Et il y avait des jeunes mecs à qui j'ai parlé après, quand il a arrêté, qui applaudissaient à tout rompre et qui étaient branchés. Mais tu ne peux pas imaginer. C'est là où j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils disent que Léo, c'est compliqué, tu vois, à écouter. Moi, je voyais des jeunes gens qui entendaient vraiment. Et quand ça s'est terminé, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, le mec, il m'a dit, putain, c'est qui lui? Tu vois, un môme, un petit beurre, là. Il dit, c'est qui lui? J'ai dit, c'est Léo Ferré. Putain, je connaissais pas. Il dit, c'est dingue ce qu'il raconte, putain, c'est génial, ce mec, il a totalement raison. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la force qu'un poète peut insuffler à des mômes qui n'ont même pas de culture et pas fait d'études, quoi. C'est juste la perception directe de cet homme direct, qui ne mâche pas ses mots et dans ce qu'il dit a une puissance réelle.
Je te dis, les a embarqués, les gosses, et ils étaient vraiment à la fois sous le charme et regonflés, quoi. C'est comme si un mec était venu dire t'as pas tort, quoi. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses. T'as raison. Ouais, moi, c'est pour ça que je te dis que j'aime cet homme profondément pour le bien qu'il a fait. L'énorme trajectoire. Au moment où il était au mai 68, où il s'est mis à chanter avec Zou. Et toute la jeunesse est venue voir ce mec. Et moi, j'ai vu des salles entières se lever, regonfler à bloc, quoi. Putain, mais c'est quand même ça, la poésie. C'est ça l'art, l'art vivant. C'est pour ça que j'aimerais, pour moi, cet homme restera toujours vivant, quoi. Et je te dis, quand je dis les siècles, je ne sais pas jusqu'où ira l'humanité, mais je sais que c'est un trésor et qu'il faut vraiment, il faut avoir confiance, quoi. C'est là, et ça peut rejaillir à n'importe quel moment. Et c'est pas forcément parce que tu aurais une campagne pour fêter. C'est là, ça fait partie des êtres humains dans le monde qui sont vecteurs d'une force de pensée, d'une énergie, d'une foi inébranlable en la vie et en l'amour de la vie, et en l'amour tout court, quoi. C'est un grand amoureux. Il n'y en a pas des masses. Et puis en plus, un homme... Puis tu as lu ses lettres aussi qu'il a écrites, tu l'as lu ça? Régler leur compte au mec du business, putain, il était... Tu vois, des lettres comme ça m'a aidé aussi. Des moments où ils sont prêts à te faire douter de toi. C'est pour ça que je dis que c'est un compagnon merveilleux, quoi. Le moment où des fois tu dis, mais après tout, je suis peut-être un as, tu sais, tu vis dans le doute quand même. On n'est pas des gens qui se voyant des super... Et c'est en le regardant dans les yeux aussi, en le voyant, son regard, quoi. Tu vois, c'est un beau regard dans lequel tu peux vraiment, sans inquiétude et en toute confiance, te plonger. Parce que c'est un regard comme un type qui t'ouvre les yeux, en te regardant, il t'ouvre aussi les yeux. Et ce que j'ai trouvé derrière, quand je l'ai vu et physiquement et qu'on s'est rencontrés, c'est un homme qui m'a toujours mis à l'aise. Et toutes les idées que tu pouvais échafauder ou toutes les choses où tu pouvais te noyer reprenaient une place avec un homme qui disait hey, ouvre la fenêtre, ouvre la porte et respire, quoi. Ça va, la vie est bonne, c'est bien. Et puis, je suis sûr, un très bon amant et un très bon père et un très bon mari. C'est parce que c'est des bons mecs, quoi. C'est un vraiment bon homme, mais pas un bonhomme peinard. Pas un plouc. Un courageux, quoi. Un guerrier. Ah oui, ça... Ah ouais, c'est un bel homme. J'en ai pas rencontré des masses, mais il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on croit, en tout cas. Et en plus, il y a des gens dans toutes les professions, je parle, qui dégagent des belles choses, tu vois. C'est pas un truc les poètes ou les chanteurs. Mais le poète est vecteur, et comment c'est vecteur qu'on dit le mot, c'est comme une antenne divine, quoi, de la part divine de l'existence. Et lui est un merveilleux traducteur de ça. Un inspiré, quoi, un type qui a une grosse inspiration et une belle expiration, tu vois. Et là, c'est comme l'orage, la tempête, le vent, la mer. Comment il a chanté ça? Putain, c'est super mec. D'ailleurs, je trouve que c'est aussi rare de voir des gens vieillir et devenir de plus en plus beaux. Ça aussi, tu sais bien. Il y a des gens vieillissants et ils se montrent, finalement, il y a des masques qui tombent parce qu'ils vieillissent et qu'ils ne se surveillent plus. Mais là, jusqu'au dernier moment, j'ai vu un type vraiment en alerte, permanente, et en vacant, mais ouvert, permanence, quoi. J'imagine aussi toutes les nuits qu'il a passées à travailler. Je ne l'ai pas vu travailler, mais j'imagine très bien parce que j'entends ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est des choses qu'on ne peut mûrir que dans la solitude et sans avoir besoin de, comment on dit, de l'avis des autres.
Ça, c'est des choses qu'un poète comme de cette ampleur va chercher directement à la source, sans passer par les intermédiaires, tu vois. Pas besoin d'avocat pour parler du diable, de Dieu, des contradictions. D'ailleurs, ni Dieu ni maître, je trouve ça très très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est un homme qui a vraiment la foi. Parce que Dieu, tel qu'on le représente, je trouve ça tellement... Attends, d'abord, on est en plein dedans en ce moment. En plus, c'est la source de toutes les guerres, de tous les massacres. Ce Dieu-là, j'en veux pas, quoi. Mais des déesses et des dieux, des païens, comme les Indiens d'Amérique du Nord, qui considéraient tout comme une divinité. Là, j'en veux, ça, moi. Parce que je trouve que la vie est une création divine, mais pas un Dieu avec une auréole, ni un parti, ni une religion. La religion, c'est une approche pour les gens qui ont peur de mourir. Mais pour ça, anarchiste dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. D'abord, de toute façon, tout ce qui nous entoure, c'est le chaos. C'est le néant. Mais le néant, c'est chargé à mort. Plein. Et les gens ont peur de ça, moi, ça me fait rire. C'est plein, quoi, tu vois. L'univers, là, c'est plein de cellules, d'atomes, de trucs, c'est grouillant, ça bouge tout le temps. Et là, on parlait aussi avec mon ami hier, on disait ils veulent tout réguler, donner une place à chaque chose, et chaque chose à sa place, tu sais, vieille théorie. Ils veulent faire du monde une espèce de grand camp de concentration où il faut demander sans arrêt la permission pour vivre. Permission, et le droit de manger, et un droit pour le logement, et toi, quémander à une chose qui est tout à fait naturelle, quoi. Bien sûr qu'on a le droit en naissant, ou alors c'est qu'ils refusent que les gens naissent, quoi. Mais tous les débordements, c'est une époque petite, toutes les émissions de télé que je vois, les gens, mais c'est petit, quoi. Si les seules fois où c'est bien, c'est quand des gens explosent et tout d'un coup craquent et se montrent tels qu'ils sont, quoi. En bien ou en mal, peu importe, la question n'est pas là, mais ça sort, quoi. Mais tout le reste, c'est pour ça que Léo Ferré, pour moi, c'est très, 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 très utile. Très utile. À la pensée, à la vie. Très utile. Très bon jardinier. Voilà, je crois que si je rajoutais des choses, je répéterais, mais un homme, un vrai, quoi. Tu sais, des fois, tu peux dire ça. Et c'est pas souvent, quoi. Je vois des gens qui agitent les bras, qui se tapent sur la poitrine, c'est des orang-outans, et encore les orang-outans sont beaux. Mais je vois des clowns, et encore les clowns sont beaux. D'ailleurs, qu'est-ce que ça pourrait être? Des ectoplasmes, mais peut-être c'est très beau un ectoplasme. Mais là, on est en pleine période électorale, alors ce que je vois, c'est... Même le langage que j'entends, c'est rien, quoi, rien. Un discours de Ferré arrivant là, parlant, 1 heure de lui... D'ailleurs, un jour, je l'ai vu à la télé aussi, il a parlé. Putain, mais ça tranche. Tout d'un coup, tout le reste devient fade. Pourquoi? Parce que c'est un vrai. À chaque fois, d'ailleurs, il n'y a pas que lui, j'ai vu un jour Yehudi Menuhin parler. Je dis, oh, un homme. Tu vois, de temps en temps, tu vois quelqu'un d'accompli et d'en devenir, pas quelqu'un de fini, quelqu'un qui est en perpétuel devenir, c'est-à-dire vivant. Alors voilà, on peut dire que Léo Ferré est un super vivant et que ça va durer longtemps, même si les gens pendant un temps croient qu'ils l'ont oublié, il y aura toujours un moment où ils auront vraiment besoin d'une pensée comme celle-là pour se remettre sur le chemin de la vie.